Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la notion de réseau. Alors c'est un titre qui est certes un petit peu pompeux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va simplement poser les bases dans cette vidéo. À ce titre, faites pause, allez chercher un peu à manger car la vidéo va être longue et il n'y aura aucune manipulation. Ça va être simplement des explications de ma part. Alors le réseau, grosso modo, c'est ce qui permet à plusieurs personnes de jouer en même temps sur un seul et même jeu vidéo. Comme exemple. Faire du réseau, c'est compliqué et très souvent on dit que ça double le temps de programmation. Quand on a des jeux de type Call of Duty ou Battlefield, ou des jeux qui sont exclusivement multijoueurs et qui coûtent quand même aussi cher que les autres jeux. Il n'y a pas qu'une seule dimension de pigeonnage, il y a aussi une question que le réseau demande beaucoup de temps. Et calibrer le réseau pour qu'il soit correctement configuré, pour qu'il soit agréable pour le joueur, eh bien c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Alors il faut bien différencier deux choses, le multijoueur et le multi en réseau. Le multijoueur, ça ne pose pas forcément beaucoup de problèmes. C'est le cas par exemple, si vous avez entre guillemets un certain âge, vous avez sûrement déjà joué avec des jeux vidéo sur la même console de jeu, des jeux de type course de voiture ou FPS où il y avait un écran splitté et on pouvait tricher pour savoir où était l'adversaire. Ça c'est du multijoueur, mais ça ne demande pas de réseau. Comme tout est toujours exécuté sur la même machine, eh bien, on contrôle encore un petit peu tout. Donc là, il n'y a pas encore trop de soucis. Par contre, dès qu'il y a du multi en réseau, là, ça demande beaucoup plus d'organisation parce que, il n'y a pas cette même dimension et il y a des gens qui, potentiellement, vont agir avec votre jeu et potentiellement des gens indésirables qui soient indésirables volontairement, c'est-à-dire que ce sont des hackers qui vont chercher à casser l'algorithme de votre réseau pour en tirer parti, ou des gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui ont quand même un gros problème pour jouer. Je pense notamment aux FPS et à ceux qui viennent avec une seconde de ping. C'est pas forcément volontaire, mais cela dégrade quand même l'expérience des autres joueurs. Donc, il y a cette dimension à prendre en compte. Lorsque l'on fait du réseau, il va y avoir des gens qui vont venir, des gens que l'on ne connaît pas. Et il va falloir prévoir tous les cas de figure. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va penser à une règle, la règle primaire, un peu la règle zéro du développement réseau. Ne jamais croire le client. Alors, on n'a pas encore défini un petit peu ce que c'était que le client et le serveur. Le serveur, en fait, c'est la machine qui exécute, entre guillemets, le jeu dans un rack de serveur et qui va se charger d'envoyer les informations à tous les joueurs. Et les joueurs, ce sont les clients. C'est eux qui vont recevoir des informations du serveur qui, lui, va envoyer, par exemple, il y a un ennemi à cet endroit-là, votre vie, vous avez tant de points de vie sur tant de points de vie, etc., etc. La règle de ne jamais croire le client, c'est de ne jamais croire ce que va envoyer un client. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un dit « j'ai fait un lancer de dés et puis j'ai obtenu 6 sur 6 », eh bien, il ne faut pas croire le client, parce qu'il peut avoir modifié son programme pour lancer que des 6. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on va lancer un dé sur le serveur, et c'est le serveur qui va envoyer au joueur combien il a fait. Ainsi, notre jeu qui est exécuté sur le serveur, il a un certain contrôle sur lui-même, et ainsi il est assuré que personne n'a été modifié cet algorithme, vu que c'est lui-même qui l'exécute. Donc, ça va être une règle très importante, ne jamais croire le client. Elle crée une deuxième règle, c'est toujours vérifier ce que le client envoie. Si un client envoie une donnée, il faut vérifier que ce qu'il envoie est compatible avec la situation. Par exemple, si quelqu'un a une voiture, qu'à l'instant T,
il est au kilomètre 1 de la course et qu'à l'instant t plus une seconde, il est 40 km plus loin, c'est pas cohérent. Là, ça aura mis en évidence qu'il y a eu un souci, qu'il y a eu une tentative de tricherie. Alors, on peut différencier deux types de réseaux principaux. Il y a le réseau peer-to-peer. C'est très rare qu'on l'utilise dans le monde du jeu vidéo. Donc, c'est littéralement du réseau pair à pair, c'est-à-dire que chaque machine est à la fois un client et un serveur. C'est-à-dire qu'il va envoyer des données et en recevoir d'un autre ordinateur qui lui aussi joue à la fois le rôle de client, c'est-à-dire qu'il va recevoir des données de quelqu'un d'autre, et de serveur, c'est-à-dire qu'il va envoyer des informations à quelqu'un d'autre et cette autre personne va devoir croire en ces données qu'il a reçues. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la notion de client-serveur, c'est-à-dire avec un serveur qui contrôle tout le jeu et des clients qui vont simplement récupérer des données de ce serveur pour jouer. Un exemple, le cas du jeu League of Legends. Si par exemple vous avez déjà eu des déconnexions, vous avez peut-être remarqué que les unités arrêtaient d'avancer et que le jeu se gelait puis qu'il y avait quelque chose qui disait en attente de reconnexion. Eh bien oui, le serveur n'envoie plus de données, il n'envoie plus la nouvelle position des unités, ni la nouvelle position des ennemis. Du coup, ils se mettent à être figés. Autre chose, si vous avez remarqué que votre champion continue à taper sur d'autres unités pendant ce laps de temps, rien ne se passait. Mais effectivement, parce que ce n'est pas le client, c'est-à-dire le joueur, qui va définir s'il tape sur une unité et combien de dégâts il fait, mais c'est le serveur qui va calculer, qui va renvoyer au client en disant « Bon ben écoute, tu étais à cette position-là, tu as pu taper sur cette unité-là, tu lui as fait tant de dégâts, donc tu mets à jour ton affichage chez toi. Mais moi, c'est moi-même, le serveur, qui ai vérifié ces données. » Alors après, après les deux types de réseaux, il y a 5 nécessités de réseau, encore une fois, type de réseau, façon de penser le réseau différent. Ou plutôt, la rigourosité qu'il faut dans ces différents niveaux. Là où il n'y a pas vraiment besoin de rigorosité, c'est par exemple le cas de statistiques. Là, on s'en moque un peu qui les envoie, on ne fait pas trop de vérification. C'est des statistiques d'usage. Bon, s'il y a des données qui sont un peu trop extrêmes, on a à chaque fois, quand on fait des statistiques, de toute façon, les extrêmes, on les enlève toujours, puisque c'est toujours des choses qui sont parasites par rapport aux données statistiques. Mais voilà, on a 1000 personnes qui nous ont envoyé 1000 résultats. On s'en moque un peu de qui est-ce qui les a envoyés. L'important, c'est qu'on ait 1000 résultats et qu'ensuite on peut y traiter. Pour savoir combien de temps les joueurs ont joué à notre jeu, à quel niveau, etc. Un autre cas, ce serait pas d'ordre, mais on a besoin de paternité, c'est-à-dire de savoir qui envoie les requêtes. Très typiquement, un chat. Un chat, il n'y a pas forcément besoin d'un ordre. Il faut que les requêtes arrivent, que les messages arrivent au fur et à mesure, mais si on se trompe d'ordre, c'est pas très grave. Par exemple, ça vous est déjà arrivé lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou lorsque vous répondez à des quiz en ligne sur des chats, d'avoir l'impression chez vous de répondre en premier et qu'en fait le serveur donne la main, dit que quelqu'un d'autre a été en premier. Ça arrive très souvent. Très classiquement en fait, ça veut dire qu'il a reçu votre message après celui d'un autre, et donc il a traité le message de l'autre avant, mais il n'a pas pris la peine de vérifier l'ordre chez vous dans votre interface. Donc très typiquement, qu'il y a un message qui arrive l'un après l'autre, tant qu'ils arrivent très rapidement, en moins d'une demi-seconde, le serveur considère qu'il a fait son travail. Là où ça peut être handicapant, c'est dans cette notion d'ordre et de paternité, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui a envoyé la requête et dans quel ordre. Et bien là, c'est typiquement les jeux de rapidité, c'est-à-dire de cliquer le plus rapidement possible, par exemple sur un bouton, faire en sorte qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été avantagé par rapport à un autre.
Par exemple, admettons que l'on envoie une requête à un endroit et que la personne a 200 millisecondes de latence, c'est-à-dire que ça va mettre 200 millisecondes à aller et 200 millisecondes à revenir, ou non, 200 millisecondes en global, et qu'un autre a 500 millisecondes, eh ben, il est possible que le joueur 1 avec 200 millisecondes finisse l'action avant même que le joueur 2 reçoive l'information qu'il devait cliquer lui aussi sur le bouton. Dans ce cas-là, il va falloir gérer ce temps de latence et gérer cette rapidité pour faire en sorte que les choses arrivent dans l'ordre et que la personne la plus rapide gagne la manche. Il y a aussi une notion de paternité et de temps. Alors à chaque fois, paternité, ordre et temps. Typiquement, ça va être les jeux de course. Les jeux de course, en général, ça démarre à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et quand on a bouclé la piste, il faut que le résultat soit précis à la centième de milliseconde. Enfin, la centième de seconde, pardon. Et enfin, le dernier, là où il faut la paternité de l'ordre, du temps, être très rigoureux, etc., c'est le cas des FPS. Les FPS, c'est le genre le plus exigeant en termes de réseau. C'est la raison pour laquelle il y a rarement des cartes de beaucoup de joueurs. C'est parce que le FPS demande beaucoup de réactivité du serveur. Du coup, en général, on limite le nombre de personnes à 32, 64, 128, ça dépend un petit peu de la puissance des serveurs. Alors, un exemple qui montre que l'FPS est particulièrement exigeant, c'est notamment le cas de l'actualisation de l'affichage de la position des ennemis. Ça va faire appel à la technologie d'interpolation et d'extrapolation. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Et bien là, on va aller utiliser un outil magique qui s'appelle Paint. On va supposer que vous êtes ici et que vous êtes un joueur qui ne bouge pas, c'est-à-dire qui voit quelque chose de fixe dans cette direction. On ne critique pas mes schémas. Et on va avoir un ennemi qui est ici. Maintenant, on va imaginer que vous êtes à 60 images par seconde chez vous. Donc on est à 60 FPS, frame per second, images par seconde. Le sun rate, lui, c'est-à-dire l'actualisation des données envoyées entre le joueur et le serveur, est en général à, on va grossir un petit peu le trait, à 15 FPS, mais là c'est en français, c'est-à-dire fois par seconde. Et là, on se rend compte qu'on a un petit souci. C'est-à-dire que on n'a pas le même rapport d'actualisation entre le serveur et le client. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Eh bien, admettons qu'on a l'ennemi à la position A. Et puis, il y a 3 images qui se passent. 1, 2, 3. La quatrième, on reçoit de nouvelles informations du serveur. L'ennemi est ici. Position B. Alors, on le voit là. Et là, il va se repasser encore 3 images. 1, 2, 3 images. Pendant lesquelles on ne reçoit pas d'informations. Conséquence de ça, l'ennemi ici ne bouge pas. Et on va encore une fois donner une nouvelle position et on va dire ici. Position C. Et là, on va du coup encore une fois téléporter le joueur. Résultat, on a une différence de rafraîchissement entre le jeu et la position des ennemis dans le jeu. Cela va provoquer un saccadement qui n'est pas du tout agréable à l'œil. Alors comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien, on va utiliser l'interpolation et l'extrapolation. C'est-à-dire que notre ennemi, il est ici.
Et puis, on va envoyer cette information. Il est ici, il va dans cette direction. C'est-à-dire que nous, à l'image 1, on va dire, bon ben d'accord, il est ici, il part comme ça. Et ben, on va extrapoler, puis on va dire, à l'image 2, on va mettre du bleu, 2, il sera ici, 3, il sera ici. Alors, 1, 2, 3, hop, il sera ici, et perdu. Au bout, quand on va recevoir des nouvelles informations, on va supposer qu'il est à cette position B. Et là, il y a un problème. C'est que, ok, il a été là à la première image, mais il a changé de direction. Il se rapproche de notre joueur. Et là, lui, il a décidé de faire comme ça, d'être dans cette position C. Et là, il y a un problème. Ici, on a supposé qu'il est arrivé à cette position. Donc on l'a affiché à cette position, qu'il allait dans cette position. On a interpolé le résultat en attendant de nouvelles instructions. Eh ben, c'est pas bien. Que faire? Alors, soit on va téléporter le joueur de B vers C. Mais c'est pas esthétique. Là encore, il va y avoir un bond, ça va se voir, c'est pas bien. Alors, on peut essayer de déplacer, de faire ceci. Hop. On va interpoler ici. Ah, mais du coup, on va extrapoler vers une ancienne position, alors que le joueur, lui, va aller ailleurs. Eh bien, on va devoir mixer les deux. C'est-à-dire qu'on sait que sa position, c'est ici, donc on a menti à ce joueur-là, et on suppose qu'il va continuer dans cette direction. Donc on va supposer que sa prochaine destination, c'est le point D. Et on va interpoler et extrapoler, donc on va extrapoler la position, la vraie position du joueur, et on va interpoler le résultat précédent, pour faire en sorte que on va rattraper notre retard, et du coup, on va se retrouver au point D, et si le joueur a continué d'avancer tout droit comme il l'a prédit, on va de nouveau avoir un jeu qui est synchronisé. Alors, cette opération se répète 60 fois par seconde ici, et au niveau du serveur, 15 fois par seconde. En général, en 15 fois par seconde, c'est-à-dire une seconde divisée par 15. Toutes les 0,06 secondes, on actualise le résultat, c'est-à-dire toutes les 66 millisecondes. Pour l'humain, il n'y a pas vraiment de différence, car en 66 millisecondes, le joueur A ne fait pas des distances énormes. Et on part sur cette logique-là pour constamment faire des arrangements. Alors, cette chose, l'extrapolation et l'interpolation, n'est pas quelque chose d'aisé à comprendre de premier abord. Donc je le répète très rapidement, on a un joueur à une position qui va dans une direction. On va extrapoler les résultats en partant du principe qu'il va toujours tout droit. On va définir une nouvelle position, donc c'est un avis extérieur qui va voir cette extrapolation. Et s'il a changé en cours de route, on va de cette nouvelle position que l'ennemi a, sa vraie position, on va de nouveau extrapoler pour savoir vers où il va se diriger en attendant le prochain paquet. Et depuis la position, la fausse position pour notre joueur, on va interpoler les résultats pour rattraper notre défaut. Et c'est une opération qui se répète sans cesse. Admettons que ici, au lieu de faire ça, ça, il fait ça. Et, pour prendre notre couleur, ceci. Voilà. Ceci. Et bien, dans ce cas-là, on va
interpoler encore une fois, extrapoler pardon, le résultat. Et on va rattraper notre retard pour atterrir à un nouveau point qu'on aurait défini et qu'on aurait précalculé. Donc voilà, ça c'est un exemple pour dire à quel point faire du réseau, c'est pas si simple. Si vous faites un FPS et que vous ne prenez pas en compte l'interpolation ou l'extrapolation, les ennemis vont saccader. On a beaucoup moins ce genre de soucis sur des jeux de type RTS, puisque là, on va sélectionner des unités, donc on a plusieurs unités, on les sélectionne et on leur dit « va là-bas ». On envoie ça au serveur, et c'est le serveur qui va revenir vers nous et nous dire « ok, ces unités se déplacent là », et qui va dire aussi à un joueur de « ok, lui, ses unités avancent par là ». Alors, il y a d'autres choses encore à savoir. Pourquoi est-ce que on limite le nombre de joueurs? Eh ben, parce qu'il y a un souci. Admettons que vous êtes un joueur. Vous êtes un joueur. Donc, vous envoyez un paquet sur le serveur et il vous renvoie un paquet. Jusque-là, ça va. Donc, on a 2 paquets à gérer. Admettons que maintenant vous êtes 2 joueurs. Et mes J sont de moins en moins esthétiques. Eh bien, chacun des joueurs va envoyer une requête pour actualiser sa position. Donc, on va envoyer 2 paquets. Et puis, on va renvoyer, le serveur va envoyer les nouvelles positions du joueur 1 au joueur 2 et les nouvelles positions du joueur 2 au joueur 1. Donc, on va avoir à calculer 2 paquets. On va arriver dans cette configuration-là. On a 4 joueurs. Chacun va envoyer ses nouvelles positions. Donc 4 fois 1, puisque chacun envoie sa nouvelle position, il envoie une fois. Et le joueur doit calculer, faire les vérifications, et il doit renvoyer chacune des nouvelles positions à tout le monde. C'est-à-dire qu'il doit envoyer la nouvelle position du joueur 1, il doit la renvoyer au joueur 2, 3, 4. La nouvelle position du joueur 2 doit l'envoyer au joueur 1, 3, 4, etc., etc. Et du coup, le serveur va devoir renvoyer plus de paquets. On n'est pas à 4 paquets à remonter, mais on est à 12. Résultat, on va devoir envoyer 16 paquets. Et ça, il faut bien se rappeler que c'est 15 fois par seconde. Alors 16 paquets, le serveur y arrive très bien. Sauf si vous avez un très vieux serveur. Maintenant, on est à 8. 8 joueurs. Eh bien, on envoie le paquet. Les 8 joueurs envoient 8 paquets. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun doit avoir les nouvelles positions des 7 autres nouveaux joueurs. Le serveur doit envoyer à la chaîne ces paquets. Et on n'est plus à 8, ni à 4, ni à 12. Mais on est à, attention, coup de calculatrice, et on est à 56 paquets. Du coup, on est à 64. Si on prend 16 joueurs, on a 16 paquets à traiter. Et à renvoyer, on en a, alors encore une fois, la calculatrice, mais je le connais normalement plutôt bien. Hop. Pardon. 240 paquets.
ce qui fait un total de 256. Si on a 64 joueurs, il y a 64 paquets envoyés vers le serveur qui doit calculer et vérifier, et il doit en renvoyer 4032 pour un total de 4096 paquets. Alors il y a des techniques qui permettent de regrouper ces paquets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement le réseau doit tenir, c'est-à-dire que le nombre de paquets ne doit pas être trop grand, mais là encore on peut simplifier et faire en sorte qu'ici, au lieu d'envoyer 496 paquets, pour n'envoyer que 64 en réception et 64 en émission, puisqu'après tout, il n'y a pas besoin d'envoyer la nouvelle position du joueur 1 et la nouvelle position du joueur 2 dans deux paquets différents. On peut le mettre dans le même paquet de réseau et envoyer les deux informations en même temps. Ce qu'il faut bien comprendre, par contre, c'est qu'il doit gérer plein de choses, vraiment beaucoup de choses, au niveau des collisions, au niveau des tirs, au niveau de l'inventaire, au niveau des actions, au niveau des collisions. Tout ça, il doit le vérifier, et il doit le vérifier en moins de 66 millisecondes pour respecter une actualisation de 15 fois par seconde. Plus on augmente, plus le nombre de paquets, plus le nombre de calculs, plus la puissance de l'ordinateur devra être rapide pour pouvoir calculer. Voici donc une autre contrainte pour Unity, pour le réseau. Maintenant, on va parler un petit peu d'Unity et un petit peu des réseaux externes. Déjà, Unity a un système de réseau qui est, ma foi, correct et qui est suffisant pour pas mal d'applications. Il faut savoir que certains serveurs limitent. En général, la limite, c'est 64 joueurs. C'est la limite maximum que l'outil de réseau utilise pour rester stable. Unity a une logique différente. Il n'y a pas de joueurs maximum, c'est-à-dire que vous pouvez être 2000 sur votre serveur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va consommer énormément de ressources. Et c'est exponentiel. Donc, il faudra faire attention à ça, parce que doubler le nombre de joueurs, ça va nécessiter la puissance de calcul par 4, au minimum. Par contre, les réseaux externes, eux, ont parfois des nombres limités, très souvent, et ils sont en général stables. Sur Unity, vous pouvez monter jusque 100, 150 sans qu'il y ait de soucis. Après, il va y avoir des instabilités et il va falloir commencer à faire attention. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation, d'introduction à la notion de réseau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'ai simplement dégrossi le terrain. Ce que je vous ai dit ici, il faut absolument ne pas hésiter à fouiller plus en profondeur, à lire des sites web spécialisés sur le réseau, sur les contraintes du réseau, parce que c'est vraiment un domaine qui est très vaste. Alors ça conclut notre première vidéo sur le réseau, sur une série de 7 vidéos. Dans les prochaines vidéos, par contre, on va plus s'attaquer au réseau dans Unity et on va principalement utiliser, voire exclusivement, utiliser le réseau qu'Unity nous offre de base. Eh bien,
J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires comme toujours. Salut!